Chapitre 19. Tu vois, je n'ai rien oublié. Point de suspension. Citation de Fédor Dostoïevski. L'amour, c'est le droit que l'on donne à l'autre de nous persécuter. 23 décembre, 8 heures du matin. Les aiguilles d'or et d'argent brillaient dans la lumière. Fines comme un cheveu, longues de 10 centimètres, elles virevoltaient dans les airs, guidées par les gestes vifs et précis de Miss Euphenia Wallace. Iffy avait rejoint Archibald dans cette belle maison de location accrochée à la colline. Mi-garde du corps, mi-gouvernante, l'Anglaise, diplômée de la faculté de médecine de Manchester, administrait à son patron une séance d'acupuncture afin d'apaiser sa douleur. D'un mouvement rapide, elle enfonça une trentaine d'aiguilles sur toute la surface du corps d'Archibald, variant l'angle et la profondeur d'implantation pour mieux influer sur le cours des énergies. Allongé sur le ventre, le voleur avait fermé les yeux. Il souffrait. La veille, il avait réussi à contenir la souffrance, mais ce matin elle se rappelait à son bon souvenir en lui infligeant une double peine. Les cheveux blonds coiffés en chignon, le corps longiligne et musclé enserré dans un survêtement rouge vif, Iffy continua ses manipulations. Une fois les aiguilles insérées, elle les ajusta pour renforcer leur effet thérapeutique, tirant sur certaines, tournant quelques autres, en les faisant rouler entre son pouce et son index. Un art subtil et sophistiqué, qui, comme celui de l'amour, exigeait douceur et dextérité. Archibald s'abandonna aux différentes sensations. Engourdissement, frisson, chaleur, tressautement musculaire, petite décharge électrique. Ce genre de traitement était-il efficace? Il n'en savait strictement rien. Depuis des semaines, il bouffait des analgésiques à longueur de journée. Hier, ils avaient joué leur rôle. Mais aujourd'hui, il lui fallait autre chose. Et Iffy avait un don pour concilier médecine occidentale moderne et médecine chinoise, vieille de plusieurs millénaires. Une fois les aiguilles disposées, l'Anglaise sortit de la pièce pour laisser son patient se détendre complètement. Archibald essaya de respirer à fond. Il s'enivra de l'odeur des bâtons d'encens qui brûlaient aux quatre coins de la pièce, se mêlant à celle plus entêtante de l'armoise. En sourdine, les notes de piano d'Éric Satie l'apaisaient quelque peu, le renvoyant aux images et aux émotions de la veille. Sa confession à Gabriel et son duel avec Martin. Il se força à sourire. Le petit gars ne s'était pas démonté, il l'avait suivi jusqu'en Californie, et hier soir il avait vraiment failli l'arrêter. Mais failli, ce n'était pas faire. Failli, ce n'était pas suffisant. Au dernier moment, Martin s'était de nouveau dégonflé et n'avait pas eu le cran de le suivre en roulant à contresens de la circulation. Ses sentiments par rapport au jeune Français étaient de plus en plus ambigus. La bienveillance, se doublant de jalousie, il avait à la fois envie de le provoquer et de le protéger, de l'aider et de le fuir. Il grimaça de douleur. Il ne lui restait que peu de temps pour savoir si Martin Beaumont avait quelque chose dans le ventre, car il n'avait pas l'intention de jouer les prolongations. Il voulait mourir avec brio, pas grabataire, cloué sur un lit d'hôpital. Jusqu'à présent, le petit gars ne l'avait pas déçu, mais le test n'était pas terminé. Juché sur un tabouret à l'étage du Lawry's Diner, Martin grignotait un petit déjeuner biologique. Pain complet, muesli, pommes ratatinées, café pisseux. À travers la baie vitrée, il observait en bâillant la foule qui irriguait Powell Street. « Eh ben, dis donc, je t'ai connu plus gourmand. » La voix le secoua comme pour le faire sortir du sommeil. Fraîche et pimpante, Gabrielle le regardait en souriant.
Elle avait mis un jean clair, un chemisier blanc et ce blouson de cuir cintré marron qu'elle semblait déjà porter 13 ans plus tôt. « Bon, dit-elle en s'asseyant devant lui, passe-moi le menu, qu'on se commande quelque chose de plus consistant. »« Tu m'as suivi ? Tu n'es pas très difficile à retrouver, on dirait que tu fais un pèlerinage sur les lieux de notre jeunesse. Tu te souviens du nombre de banana split qu'on a partagé ici ? Je te laissais toujours la cerise sur la crème fouettée, parce que je savais que tu aimais ça. Tu te rappelles comme tu me trouvais adorable ?» Il secoua la tête en soupirant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle retrouva son sérieux. « D'abord, je suis venue te remercier pour ça, dit-elle en lui rendant le dossier qu'il lui avait donné la veille. « Très bien. Et ensuite ?»« Ensuite, je suis venue prendre un bon petit déjeuner avec toi. » Elle appela la serveuse et commanda un expresso, du pain perdu vanillé aux fruits rouges et des œufs bénédicts au saumon. Martin détourna la tête et fit semblant de s'intéresser au décor. L'endroit cherchait à recréer l'atmosphère des années 60. Jukebox, flippers, exposition de Harley Davidson, affiches des films avec James Dean ou Marilyn. « Cette nuit, j'ai lu beaucoup de choses sur mon père, confia Gabriel. Ça fait longtemps que tu cherches à l'arrêter ? » « Plusieurs années. »« Et ça ne t'a pas semblé bizarre ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Que l'homme que tu traques depuis des années soit justement mon père. » Martin fronça les sourcils. La question l'avait tenu éveillé toute la nuit. C'est vrai qu'il était difficile de croire au simple hasard, mais pouvait-il y avoir une autre explication? On apporta sa commande à Gabrielle. Comme au bon vieux temps, elle partagea sa pâtisserie en 2 parts égales. Bien que Martin eût repoussé son offrande, elle feignit de ne pas être affectée par son refus et poursuivit la conversation. « Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à Archibald ?» Il haussa les épaules. « Je suis un flic spécialiste de l'art et c'est le plus grand voleur de tableaux du monde. Ça suffit comme motivation, non ?» Il but une gorgée de son café Lavas qui le fit grimacer. « Au début, qu'est-ce qui t'a fasciné chez lui ?» poursuivit-elle en lui tendant sa tasse d'expresso. « Rien, justement. J'éprouvais surtout de la colère. »« Tu as un souvenir particulier ?» Il réfléchit quelques secondes. « En février 2005, il a volé le baiser, la toile de Gustav Klimt, dans un musée à Vienne. C'était mon tableau préféré et... »« C'était notre tableau préféré, » le coupa-t-elle. « Bon, et où veux-tu en venir ? Ça non plus, ça ne te semble pas bizarre qu'il vole justement ce tableau peu après que tu eus rejoint l'OCBC ?» Il botta en touche. « Je vois que tu t'es renseigné sur ma carrière. »« Archibald a tout fait pour que tu t'intéresses à lui, » souffla Gabrielle. « C'est lui qui tire les ficelles depuis des années, et je crois qu'il est temps que tu t'en aperçoives. » Vexé, Martin se leva. Gabrielle avait peut-être raison, mais pour en être certain, il devait arrêter Archibald, quel qu'en soit le prix. Il posa 3 billets de $10 sur la table et traversa la salle du restaurant sans un regard pour la fille de son ennemi. « On déjeune ensemble à midi ?» lui lança-t-elle. Mais il ne se retourna pas. 1 heure plus tard. Le Palace Hotel était situé sur Montgomery Street, entre le quartier des affaires et Union Square. Martin et mademoiselle O parcouraient la salle du rez-de-chaussée, la prestigieuse Garden Court, qui accueillait l'exposition et la vente de la clé du paradis. Protégé derrière une vitre blindée, le célèbre diamant bleu flamboyait d'un éclat hypnotique. Malgré l'heure matinale, une foule compacte se pressait déjà pour admirer le joyau. Au centre de la pièce, un quatuor à cordes jouait la musique du film « Diamant sur canapé ».
Le luxe et le raffinement de l'endroit offraient un cadre somptueux à cet événement. L'hôtel était le rendez-vous des vieilles familles de la ville qui venaient y bruncher le dimanche et y organiser en grande pompe leur déjeuner de mariage ou de baptême. C'était surtout un lieu chargé d'histoire. Oscar Wilde y avait séjourné ainsi que le ténor Caruso et le président Roosevelt. Quant à Sarah Bernhardt, elle avait provoqué une émeute en y débarquant escortée par son tigre domestique. L'ancienne cour où arrivaient autrefois les calèches avait été transformée en un magnifique jardin d'hiver aux voûtes majestueuses, surmonté d'une gigantesque verrière. Martin s'extasia devant les vitraux du dôme, les lustres en cristal autrichien, les colonnes en marbre italien et les chandeliers ambrés à la feuille d'or. Il suffisait de fermer les yeux pour imaginer l'ambiance d'une salle de bal à l'époque victorienne, et en même temps les dizaines de palmiers luxuriants plantés dans de gros pots en verre et baignés de lumière naturelle donnaient à la salle le design d'un atrium moderne. « Alors ?» demanda la Coréenne. « C'est magnifique, » admit Martin. « Mais côté sécurité, eh bien, c'est une vraie passoire. » Ils avaient rejoint leur quartier général aménagé dans l'une des suites, au dernier étage de l'hôtel. Sur une longue table laquée, un mur d'écran diffusait les images prises par les caméras de surveillance installées dans la Garden Court. Martin scrutait les moniteurs, l'œil sombre et la mine inquiète. « Il y a des trous partout !» Mademoiselle O se pencha sur son épaule, exhalant un parfum discret de fleurs coupées. « Vous exagérez. Toutes les issues sont gardées. Les agents de sécurité patrouillent à tous les étages et le diamant est dans un conteneur en verre scellé au sol. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Martin se leva pour se dégager de l'emprise invisible de la Coréenne. « L'endroit est noir de monde. Archibald pourrait semer la confusion en un clin d'œil, un début d'incendie, une alarme qui se déclenche inopinément, un coup de feu, ce serait la pagaille et la bousculade. » Mademoiselle O réfuta l'argument. « Tout le monde a été briefé pour gérer une évacuation. » Martin resta debout et pianota sur son ordinateur portable pour consulter les emplois du temps des vigiles. Les agents de sécurité sont nombreux dans la journée, certes, mais beaucoup plus clairsemés la nuit. Et puis, franchement, exposer le diamant sous une verrière, on dirait que vous le faites exprès. Combien de fois Archibald a-t-il pénétré par les airs? C'est sa spécialité. Mademoiselle O resta silencieuse, comme si elle prenait soudain conscience des lacunes de sa stratégie. Martin regagna son poste de travail et téléchargea sur son ordinateur les plans de l'hôtel que la direction venait de lui faire parvenir. Il était en train de les imprimer lorsque son téléphone émit un bip vibrant et métallique pour le prévenir de l'arrivée d'un SMS. « Je te dérange ?» Il regarda le numéro. C'était Gabriel. Il choisit de ne pas répondre, mais moins de 2 minutes plus tard, elle le relança. « Je te dérange ?» « Oui, » répondit-il agacé. Utilisant les textos comme une messagerie instantanée, elle le poursuivit de ses questions. « Tu veux qu'on déjeune ensemble ?»« Non. »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Mon métier. »« Tu tues des gens ?»« Arrête, Gabriel. »« Tu te souviens lorsqu'on faisait l'amour ?» Comme prise en flagrant délit, Martin leva la tête vers mademoiselle O. À l'autre bout du bureau, à demi masqué par l'écran de son MacBook, la Coréenne l'observait avec curiosité. « J'espère qu'ils ne m'ont pas mis sous surveillance électronique, » pensa-t-il en retournant à son téléphone pour pianoter sur les touches minuscules. « Arrête, je te dis. » L'amour, c'était toujours bien, c'était tendre, c'était doux. C'était toi. À nouveau, il faillit lui demander d'arrêter,
mais il n'en avait plus la moindre envie. À la place, il attendit une bonne minute, les yeux rivés sur son petit écran, en espérant un nouveau message qui ne mit pas longtemps à arriver. « Pour moi, ça n'a jamais été aussi bien, aussi fort, aussi sensuel. » Cette fois, il ne laissa pas passer. « Si c'était si bien, pourquoi tu n'es pas venue au rendez-vous ?» Sans répondre à sa question, Gabriel continua d'évoquer ses souvenirs à travers un bouquet de textos enflammés. « Tu te souviens de nos baisers et de nos caresses? Tu te souviens de tes mains sur mes seins? Tu te souviens de mes seins dans ta bouche? Tu te souviens de ton corps dans le mien? Tu te souviens de ta tête dans mes mains, de ta langue dans ma... » Et brusquement, ce fut trop. Il arrêta de lire et lança de toutes ses forces son téléphone, qui se fracassa contre le mur du bureau. Il remonta Market Street, dévala Jerry Street et déboula sur Grant Avenue devant le Café des Anges. Il était sûr de la trouver là. À l'entrée du quartier chinois et à quelques rues du consulat français, la brasserie faisait figure de petit coin de France au cœur de San Francisco. Bien que l'endroit ne vende pas de cigarettes, le café arborait une enseigne, bar tabac, copie conforme de la façade des anciens bistrots parisiens des années 50. Martin poussa la porte et entra dans la brasserie, le lieu de leur premier rendez-vous en amoureux. Le charme opérait à chaque fois. Avec ses nappes à carreaux, son bar en zinc et ses chaises en bois, on était dans un vieux film français, et en observant les clients, on s'attendait presque à voir surgir Lino Ventura ou Bernard Blier. On se surprenait à guetter un dialogue à la Audiard. Affiché sur l'ardoise, le menu sentait bon la France d'avant. Œufs mayonnaise, hareng pommes de terre à l'huile, poireaux vinaigrette, blanquette de veau, bœuf bourguignon, coq au vin, tripes à la mode de Caen. Derrière le comptoir, un calendrier des PTT, de vieilles cartes postales du Tour de France vantant les exploits d'Anquetil et de Poulidor. Juste à côté, un vieux baby-foot Garlando, aux joueurs bien fatigués. Même la musique collait à l'atmosphère. Édith Piaf remixée, Renaud et ses petits bals du samedi soir, Zaza Fournier et son homme. Après s'être renseigné auprès d'un serveur, Martin retrouva Gabriel installé à la table la plus romantique du restaurant, isolé par une petite tonnelle où s'accrochaient les vrilles d'un plant de vigne. « Tu veux jouer à ce jeu-là? Très bien, » lança-t-il en s'asseyant devant elle. « Tu prendras des rillettes en entrée? Et d'abord, comment as-tu fait pour obtenir cette table? Comme toi, lors du premier soir. J'ai graissé la pâte au garçon. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Je veux le retrouver, affirma-t-elle en fermant le menu. Qui? Le Martin que j'ai connu, celui que j'ai aimé. Tu ne peux pas ressusciter le passé. Et toi, tu n'as pas le droit de le détruire. Je ne veux pas le détruire, je veux le comprendre. Comprendre pourquoi tu n'es pas venu à ce rendez-vous. Leur ton avait monté. Elle se radoucit pour proposer. « Tu ne veux pas plutôt regarder en avant ?» Il détourna le regard. Elle poursuivit sur sa lancée. « On dit souvent que le bonheur ne repasse jamais les plats, mais nous, on a droit à cette deuxième chance, Martin. Ne la gâchons pas. On est encore jeune, mais plus tellement. On a davantage de temps devant nous que derrière, mais à peine. On peut encore faire des enfants, mais il faudrait commencer maintenant. » Elle rougit jusqu'aux oreilles, terrorisée par l'audace de sa déclaration, qui semblait le laisser de marbre. Elle ne se découragea pas pour autant. « Je n'étais pas prête il y a 15 ans. Je n'étais pas à la hauteur, je n'étais pas assez forte. Je doutais de tout. Et toi non plus, tu n'étais peut-être pas prêt, malgré ce que tu veux te faire croire. » Il eut une moue dubitative. Elle continua.
À présent, je suis prête. L'amour, tu vois, c'est comme l'oxygène. Si on en manque trop longtemps, on finit par en mourir. Tu m'as tellement aimé en quelques mois que j'ai eu des réserves d'amour pendant des années. Grâce à elles, j'ai pu affronter beaucoup de choses, mais j'arrive au bout de mes réserves, Martin. Elle se passa la main derrière le cou, se caressant les cheveux à la base de la nuque, comme un signe d'encouragement qu'elle était obligée de se prodiguer à elle-même, puisque personne n'avait jamais été là pour le faire à sa place. « Je t'ai fait mal, je sais, excuse-moi, » termina-t-elle. Enfin Martin ouvrit la bouche pour dire ce qu'il avait sur le cœur. « Le problème, ce n'est pas la douleur. La douleur, ça te fait souffrir, mais ça ne te détruit pas. Le problème, c'est la solitude engendrée par la douleur. C'est elle qui te tue à petit feu, qui te coupe des autres et du monde, et qui réveille ce qu'il y a de pire en toi. » Elle ne chercha pas à fuir le débat. Aimer, c'est toujours dangereux, Martin. Aimer, c'est espérer tout gagner en risquant de tout perdre, et c'est aussi parfois accepter de prendre le risque d'être moins aimé que l'on aime. « Eh bien, tu vois, dit-il en se levant de table, ce risque, je crois que je ne suis plus prêt à le prendre. » Martin rentra au QG de sécurité de l'hôtel et passa une bonne partie de l'après-midi à travailler sur les plans de la Garden Court. Il devait participer ensuite à une réunion avec le chef de l'escouade de vigiles engagé par Lloyd Brothers et les quelques agents du FBI qui avaient investi le lieu. Le soleil commençait à décliner lorsqu'il rédigea un long mémo à l'intention de mademoiselle O. Une liste de mesures visant à renforcer la sécurité du diamant. Il essaya de contacter la Coréenne, mais aucun de ses numéros ne répondait. Il lui envoya un mail qu'il doubla d'un texto, puis descendit vers la salle d'exposition. Dans la Garden Court, c'était la bousculade. Depuis quelques jours, la vente du diamant faisait la une de la presse et les médias s'étaient chargés de transformer son exposition en sortie touristique incontournable pour les vacances de Noël. Une telle affluence inquiétait Martin, car elle rendait sa tâche encore plus compliquée. Mêlé à la foule, il ferma brièvement les yeux comme pour mieux se concentrer. Il fallait qu'il parvienne à se mettre dans la tête du voleur. Comment volerais-je le diamant si j'étais Archibald? Cet après-midi, son cerveau avait mouliné presque sans arrêt, traitant une quantité impressionnante de données à la manière d'un ordinateur. En ce début de soirée, tout semblait se télescoper dans son esprit, avant de se remettre progressivement en place, comme les pièces d'un puzzle. Comment volerais-je le diamant si j'étais Archibald? Des images défilèrent dans sa tête, la verrière, le nombre d'issues, les trop nombreux visiteurs, le balai régulier des gardes de sécurité. Comment volerais-je le diamant si j'étais Archibald? Et soudain, la réponse lui apparut avec limpidité. S'il était Archibald, jamais il n'essaierait de voler la clé du paradis. Parce que c'était trop facile. Une mise en scène, un appât. Martin prit soudain conscience qu'il n'était qu'un pion sur un échiquier, jouant un rôle dans une partie qui le dépassait. Ni Lloyd Brothers, ni mademoiselle O n'avaient jamais voulu protéger le diamant. Ce qu'ils cherchaient au contraire, c'était à attirer Archibald dans un piège. Cette vente surprise de dernière minute et l'effervescence médiatique qu'elle avait suscitée n'étaient qu'un leurre pour forcer Archibald à se jeter dans la gueule du loup. Le diamant présenté ne pouvait pas être le véritable diamant.